L'architecture, quand tu trouves qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'elle est réussie. Et quand tu rentres dans un bâtiment et tu t'arrêtes, c'est que le tour est joué, quoi. Moi, j'avais hâte de commencer à travailler pour mettre en application déjà tout ce qu'on a vu. Au final, continuer à apprendre. Quand on va visiter Paris ou Rome, ou des capitales qui sont très historiques, c'est l'architecture qu'on vient voir. Ça mériterait qu'il y ait des cours forcés de patrimoine, au moins pour le vocabulaire. Ouais. Elle est architecte et travaille aujourd'hui dans une agence du patrimoine. Elle t'explique son parcours atypique entre deux ENSA, ce qui l'a amenée à s'intéresser au patrimoine et son quotidien de praticienne. Je te présente Éléonore Legrand qui travaille aujourd'hui chez H2O Architecte. Elle partage son point de vue sur l'authenticité de l'architecture, quelles sont les différentes manières d'intervenir sur l'existant, comment restaurer un monument sans perdre son identité historique. Éléonore te donne aussi son avis sur la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'identique. Comment se projette-t-elle dans les métiers du patrimoine? Est-ce qu'être une femme, est-ce qu'être jeune, c'est un atout dans ce milieu? Éléonore partage ses meilleures recommandations et conseils à tous ceux intéressés par l'architecture du patrimoine. Si toi aussi c'est ton cas, n'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Bienvenue sur Percé, je suis Lara, architecte. Si cette vidéo te plaît, tu peux l'aimer ou la partager à d'autres personnes autour de toi que ça pourrait intéresser. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube, ça soutient énormément mon travail. En attendant, on peut se retrouver sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé. Je te remercie et je te souhaite un très bon visionnage. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir architecte? C'était toujours une arrière-pensée que j'ai eue depuis toujours. J'avais, je pense, l'envie de devenir architecte sans avoir eu aucune autre idée de métier. Je pense que pour le coup, on peut dire que l'architecture passion, moi c'est plutôt mon cas. Ok. Et après, il y avait le côté à la fois créa et technique, où j'ai plutôt un profil scientifique, mais j'ai toujours adoré être créa. Et ça reste un des domaines auquel tout le monde pense, où l'architecture mêle la science et l'art. Ouais. Et du coup, comment t'as vécu tes études en ENSA? Raconte-nous un peu. Moi, du coup, j'ai un profil particulier dans le sens où j'ai fait 2 ENSA. J'ai fait ma licence à l'ENSA de Toulouse et mon master à l'ENSA de Belleville. Donc, déjà, j'ai fait une passerelle. Tout le monde ne fait pas ça. Déjà, ça a été hyper enrichissant parce que les 2 écoles sont très différentes. Qu'est-ce qui les caractérise l'une et l'autre? Bon, déjà, à Toulouse, le fait que ce soit dans le sud, on apprenait plus à faire des projets avec de la brique. Alors qu'à Paris, on voit d'autres aspects, plutôt le bois, où c'est plus évolué aussi vers la paille, d'autres manières de voir l'architecture, enfin c'est international on va dire. Alors qu'à Toulouse, c'était vraiment centré briques et béton. Donc ça déjà, ça a caractérisé ma première école. Ouais. Et puis après, de manière plus générale, si on fait pas que le projet en architecture, et toutes les autres matières sont, je trouve, assez différentes puisque on va être très spécifique à Toulouse, alors qu'à Paris, t'as le champ des possibles, quoi. Donc on est un peu plus ouvert d'esprit. Moi, j'étais contente de changer d'école en cours de parcours d'ENSA, parce que j'ai trouvé que je m'ouvrais plus à l'architecture au final. J'étais moins formatée par une école. Ça casse un peu tes codes. Je pense que moi en licence, c'était pas mal vu le béton. Un peu comme l'architecte Tatao Ando, où c'est magnifier l'architecture par le béton. Et quand je suis arrivée à Paris, on m'a un peu fait découvrir l'aspect mauvais du béton. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, on me l'avait jamais dit avant. Et je pense que si j'étais restée dans cette voie-là, peut-être, j'en sais rien, peut-être en master, l'enseignement est aussi différent, mais peut-être que j'aurais pas eu la petite voix qui te dit « Attends, t'es un peu trop enfoncé dans un truc, redézoome pour avoir toujours une vision large. » Des possibilités, quoi. Ouais. Qui t'a amené à t'intéresser au patrimoine, aux vieilles pierres? Je me suis intéressée au patrimoine, et donc patrimoine, c'est plutôt l'existant, donc les pierres. Moi, je trouve qu'on nous en parle pas assez de travailler avec l'existant. C'est vrai que on nous apprend tout de suite à comment construire, donc partir de la feuille blanche et de démarrer un projet. Alors qu'en fait, on peut démarrer un projet à partir d'un existant. Même encore aujourd'hui, je veux dire, il y a très peu d'architecture neuve, 100% neuve. Souvent, tu fais une extension ou tu réhabilites. Moi, ce qui m'intéressait, c'était partir d'une belle base. Donc d'un bâtiment en pierre, souvent, ou en tout cas qui est là depuis plusieurs centaines d'années. Et justement, comment le rôle de l'architecte arrive à faire perdurer, au final, cet objet qui est le bâtiment. Grâce à nous, on
lui prolonge sa vie de peut-être 400 ans. Mais en fait, ton rôle d'architecte, c'est plus d'accompagner un bâtiment qui, un jour, a été construit par un architecte, mais qui, en fait, est un peu presque dépossédé de son architecte. C'est une entité, c'est lui seul qui vit. Enfin, je pense que la majorité des bâtiments qu'on a en tête connus, on ne connaît pas les archis. C'est Notre-Dame, c'est l'hôtel du Louvre. Enfin, je veux dire, on ne pense pas aux archis. Et donc, nous, on va justement dire, pour que tout le monde continue à le voir, en tout cas de cette manière, c'est là où on intervient. Moi, je pense que c'est un peu cette manière où je me suis dit, c'est tellement beau ce qui nous entoure que j'ai envie, même s'il n'y a pas mon nom en grosses lettres sur le bâtiment, de continuer à faire perdurer tout ça. Et en plus, tu peux dans tous les cas apporter ta touche et modifier un bâtiment. Si on reprend l'exemple du Louvre, la pyramide, elle n'existait pas avant. Et c'est presque ça qui fait le Louvre aujourd'hui, donc c'est le symbole. C'est quoi ta part de conception pure et de créa quand tu dis je peux apporter ma touche dans le monde du patrimoine? Il y a plusieurs manières de faire de l'architecture dans le patrimoine. En effet, si on bosse avec un architecte en chef des monuments historiques, donc un ACMH, c'est une personne, il y en a très peu qui sont ACMH en France. Eux, ils ont les bâtiments classés à leur charge. En effet, il n'y a pas une marge de manœuvre qui est énorme, vu que c'est refaire à l'identique. Mais pour moi, la richesse dans tout ça, c'est pas visible, c'est plus, par exemple, comment le chantier va se dérouler. En fait, on va retrouver un tailleur de pierre qui va tailler la pierre comme à l'époque, et donc on va suivre tous les corps de métier, et comment ils vont justement, en 2024, refaire quelque chose qui a été pensé il y a 400 ans. Et donc, en effet, quand on regarde un bâtiment, il n'a pas changé. À la limite, la pierre est plus blanche ou il paraît plus neuf. Mais c'est tout le processus de reconstruction qui, pour moi, est intéressant. Donc ça, c'est quand on refait à l'identique, c'est plutôt la démarche. Et après, il y a le patrimoine où on a le droit de toucher un petit peu. Et donc là, c'est vraiment, c'est toujours subtil. Hein. Dans tous les cas, le patrimoine, c'est rarement des grosses interventions. Ou alors c'est une petite extension, mais justement c'est toute la beauté de comment tu arrives à marquer en fait ton passage sur Terre avec les techniques du moment, la mode du moment, avec quelque chose qui a été construit avant. Je veux dire, en effet, le style Renaissance, avec toutes les moulures, etc. Comment on le match avec aujourd'hui une architecture qui tend vers la sobriété la plus totale. Et en fait, justement, un élément qui est très sobre, à côté de quelque chose qui va être très mouluré, les deux se mettent en valeur. Donc tu te dis, c'est l'équilibre à trouver, qui est aussi un terrain de jeu qui peut être intéressant dans le patrimoine. T'as senti que c'était très différent entre ta dernière agence et H2O? C'était, alors, pas du tout la même vision d'aborder, c'est-à-dire que mon ancienne agence, on voyait plus le bâtiment comme un objet qu'il fallait transformer. Donc, la majorité était classée ou inscrite, donc quand même, on n'avait pas le droit de toucher à l'aspect extérieur. Par contre, l'intérieur, généralement, on peut quand même s'amuser, on va dire dedans. Donc nous, c'était par exemple des châteaux qu'on transformait en logements pour des particuliers. Ah oui, d'accord. Donc c'était carrément un changement de fonction assez important, assez rude pour le bâtiment. En fait, il y a plein de bâtiments anciens où leur forme s'apprête quand même à un usage actuel. Je veux dire, si on revient au monastère, ça reste avec une cour intérieure. On pourrait même se dire, ça peut être une école, et en fait c'est déjà fermé, il y a déjà la cour à l'intérieur, et puis les cellules du monastère, si on les réouvre un petit peu, ça devient des salles de classe. Alors, tu peux imaginer plein de trucs. Donc on faisait vraiment de la lourde transformation. Et aujourd'hui, je fais plutôt de l'intervention dans des bâtiments où on respecte plus l'histoire du bâtiment. On change beaucoup moins sa fonction. On restaure l'église, garde sa fonction d'église, ou alors il y a des extensions. Oui, d'accord. C'est le bâtiment garde sa fonction, mais on vient greffer une fonction moderne à côté. Il y a quand même beaucoup de manières d'intervenir. Ça peut être démolir des planchers, retrouver une grande double hauteur, et en fait ça rechange tout l'espace. Il y a tellement de manières où on voit pas forcément depuis l'extérieur, on se dit oui, bon, il n'a pas changé. On a gardé l'enveloppe. La circulation a changé.
même le rapport à la matérialité intérieure. On laisse peut-être plus la pierre apparente, on met des cloisons, j'en sais rien. Donc, après, il y a plein de bâtiments où, au final, on sait même pas que leurs fonctions intérieures ont été changées, alors qu'ils ont changé 10 fois de fonction. Ouais. Ce serait même trop léger de penser qu'un bâtiment du XVIIIe siècle, il ait gardé la même fonction aujourd'hui. Non, mais bien sûr. Serait-ce que, même encore aujourd'hui, on s'aperçoit... les chambres en enfilade, ça marche plus. On revient créer un couloir. Enfin, c'est des petites modifications, mais il faut accepter que le bâtiment change. Il évolue, bien sûr, ouais. Pourquoi la cathédrale Notre-Dame, on l'a refait à l'identique, et qu'est-ce que ça aurait été que de faire quelque chose de notre siècle, en fait, parce que ça fait partie de son histoire qu'elle est brûlée en 2019. Pourquoi vouloir presque effacer ça en revenant comme avant et pas mettre une marque contemporaine? Et en même temps, là ma question elle induit un peu c'est dommage de pas montrer qu'on est en 2024, mais moi je la trouve tellement magnifique comme ça que ça m'aurait fait mal de voir aussi une flèche je sais pas, en bois ou en verre. Mais je vois toi, c'est quoi ton point de vue sur la question? Je pense que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats avec Notre-Dame et beaucoup de projets qui ont été faits comme ça. C'est vrai qu'il y avait des images avec la toiture totalement vitrée de Notre-Dame. Et tu peux te dire, oui, justement, à quel point on doit intervenir sur ce bâtiment. En fait, déjà, Notre-Dame, c'est un bâtiment classé. Donc, même si on voulait, on n'a pas le droit parce qu'il est protégé à la plus grande protection possible de bâtiments. C'est des bâtiments qui sont iconiques. Déjà, ils rayonnent pas qu'à l'échelle de la France, ils rayonnent internationalement. Quand un touriste il vient à Paris, est-ce qu'il a envie de voir quelque chose de moderne? C'est quelque chose qui est intemporel, ça fait partie du charme de Paris. Bon, déjà, il y a cette image un peu, le Paris historique, que Paris préserve vachement. En tout cas, il y a très peu d'éléments très modernes dans Paris, et au final, dès qu'on en met, ça fait polémique. Pompidou, ça fait polémique, même la pyramide du Louvre, elle fait polémique. Donc, on a tendance à beaucoup préserver, mais c'est ce qui fait aussi la force de la France, je trouve. C'est qu'on garde beaucoup de notre histoire, comparé à d'autres villes qui ont tendance à tout raser. Et on sait pas si plus tard ils regretteront, on verra. Peut-être qu'ils ont raison, on sait pas. Et donc pour Notre-Dame, moi j'étais quand même pour refaire à l'identique, j'avoue. Parce que je trouve que ça nous dépasse, en fait. Qui va avoir la charge de faire l'élément moderne, la nouvelle chose sur Notre-Dame, qui peut se permettre en fait d'atteindre ce niveau pour toucher un bâtiment qui se suffit par lui-même, qui est déjà en fait pas parfait, mais qui a été pensé dans toutes ses proportions, etc. Et on peut dire, non, en fait, c'est faux ce que je suis en train de dire, parce que Viollet-le-Duc, il a été intervenu sur Notre-Dame, il n'y avait pas la flèche, et il est arrivé avec toutes ses gargouilles et la flèche en disant, je fais un nouveau projet. Et aujourd'hui, on n'imagine pas Notre-Dame sans la flèche, puisqu'on l'a reconstruite, et pour le coup, à l'identique. Mais on s'est autorisé une toute petite variante sur le coq, qui était en haut de la flèche. Bon, à peine visible. Variante subtile, mais quand même. Mais c'est la forme qui a changé, c'est ça, c'est plus exactement le même. Je crois qu'il est stylisé, petite folie. Je sais pas, moi je trouve ça super dur d'arbitrer qui va avoir ce rôle pour un tel monument. Aujourd'hui, vu que c'est beaucoup plus dur, en tout cas avec toutes les protections, d'intervenir, parce que Viollet-le-Duc à l'époque, il y en avait moins. Il y avait rien, il n'y avait pas de protection. Je sais pas, en fait, il y aurait toujours la guerre de quel architecte on est. En plus, quel nom sera par-dessus tout ça. En fait, on va attribuer un monument à un nom à nouveau. Quand tu disais justement que la plupart des monuments, en fait, on oublie presque l'architecte, et là on redonnerait dans l'autre sens un nom d'archi, ça te pose question. Mais c'est marrant parce que la Pompidou, ça fait polémique, la pyramide, ça fait polémique aussi, mais c'est aujourd'hui presque un emblème, la pyramide en tant que telle, et du coup, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui perdurera dans l'histoire. Je trouve qu'on peut avoir du patrimoine très moderne, parce que la pyramide aujourd'hui, elle est patrimoine, alors qu'il y a des choses qui ont été faites 300 ans avant et qui ne le seront jamais vraiment. Je trouve qu'on a du mal à réaliser et à comprendre l'ampleur qu'un bâtiment pourra avoir, même quand il est calculé, qu'il est prévu, imaginé. C'est pas facile de savoir, et la pyramide, on n'aurait, je pense, pas pensé qu'elle rayonne à ce point, par exemple. Elle prend même le dessus pour moi. En fait, aujourd'hui, c'est ça. Les gens se prennent en photo devant la pyramide et regardent pas les bâtiments autour. Enfin, en tout cas, les gens qui sont pas sensibles à l'architecture, je suis pas sûre que beaucoup de personnes aient vu la cour carrée derrière le Louvre, alors qu'elle est hyper belle aussi.
Et donc, ouais, à quel point on accepte ce changement. Après, c'est aussi, on n'est pas obligé de rester comme un vieux crouton à aimer le bâtiment qui date de 1700. Évidemment, ouais. En même temps, c'est aussi sauver un bâtiment que de le restaurer et de le faire perdurer, ne pas le laisser tomber en ruine. À partir du moment où on restaure, on change son état d'origine et on n'est plus dans l'authenticité non plus. Donc je sais pas comment toi tu te poses aussi dans ton quotidien, aussi dans ton rôle que t'as en tant qu'architecte du patrimoine. Est-ce que tu considères que quand t'agis sur le bâtiment, tu lui donnes une seconde vie? Est-ce que t'as l'impression de le changer en mettant ta patte? Comment tu vois ça? Moi, j'ai fait mon mémoire de master sur l'authenticité des bâtiments, justement. En fait, je m'étais posé la question d'un ancien hôtel particulier qui allait être restauré. Et en fait, sa particularité, c'est que chaque salle était d'une époque différente. Justement, est-ce que chaque salle doit être restaurée, une 1700, une 1800, une 1900, etc. Mais du coup, quand on visite, il n'y a plus aucune cohérence. Ou est-ce que on doit enlever en fait le côté patrimoine d'une salle pour remettre un état général? Et donc, qui en fait choisit l'état général? Est-ce qu'on vise les 1800 et puis tout le truc va être année 1800? Et donc, c'est hyper dur en fait de jauger justement ça c'est propre à chacun. Je pense que chaque architecte a son avis là-dessus. Mais on peut souvent en fait restituer des fausses architectures pour donner l'impression que la chose est historique. Et restituer un bâtiment dans son état, par exemple 17e, ça immerge beaucoup plus les gens. Et au final, est-ce que c'est ça qui fait garder le côté historique, puisqu'on arrive à montrer un état, les gens s'imaginent, ah ok, ce bâtiment, c'était comme ça dans les années 1700, machin. Ou alors, justement, on les perd, et on dit, regardez, même chez vous, en fait, un bâtiment, toi, quand tu refais ta chambre, tu refais peut-être pas ta cuisine, et voilà, c'est deux états différents, et au final, le monde entier cohabite avec que des états différents, et c'est comme ça, il faut l'assumer sur chaque bâtiment. Moi, je suis un peu... C'est pareil, je suis comme toi, j'ai du mal à me situer dans tout ça, parce que si on reprend l'exemple des ruines, quand on disait la ruine, elle doit rester en l'état, elle est comme ça, c'est ce qui fait qu'elle est une ruine. En fait, il y a eu le cas avec Pompéi, où ils ont révélé toutes les ruines, et au final, avec la dégradation du temps, elles sont en train de s'abîmer. Donc il y a des architectes qui ont lancé des alertes en disant attention, en fait, on est en train de perdre au final ce patrimoine. On l'a révélé, mais on le perd. Et alors, pour pallier à tout ce manque, ils ont fait des reconstitutions sur les ruines de certaines parties. Et donc maintenant, les ruines de Pompéi, c'est totalement moderne. Et donc, c'est hyper compliqué, c'est très critiqué, justement. Et on se pose aussi la question, pourquoi ne pas les renfouir? Qu'au final, pour les protéger. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout voir, et qu'au final, l'architecture, c'est ça aussi. On a eu quelque chose à une époque, mais on sera amené à jamais le voir. Ça montre à quel point l'architecture, c'est un temps donné, c'est des allers-retours, à la fois dans le passé et dans le futur. Enfin, l'exemple de Pompéi est trop bon aussi, parce qu'on dit... Parce que là, on a voulu mettre en valeur la ruine pour montrer un peu le temps qui passe, et on revient à un stade inverse où on veut reconstituer sur de la ruine pour montrer ce qu'il y avait avant. En fait, on fait que de se tirer à droite à gauche, les architectes. On est un peu tiraillés entre la meilleure solution pour faire plaisir à l'humain et la meilleure solution pour le bâtiment lui-même. Qu'est-ce qu'on veut dans tout ça, quoi? Ça, je pense, c'est un grand débat où chaque personne aura son avis. C'est tellement spécifique à un type de patrimoine, de révéler ou pas, que... vaut mieux pas être dans l'entre-deux. Je pense que c'est soit on sent qu'on doit intervenir, et dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un geste fort pour trancher, mais se dire, je sais pas, le bâtiment, il est à colombage, je vais refaire exactement une façade qui reprend le rythme avec du colombage aussi. Est-ce que c'est la bonne solution? Ça fait un peu l'ancien face à la copie. C'est compliqué, parfois ça marche bien, mais c'est très dur à atteindre en fait cette continuité. Donc on peut se dire on n'a qu'à faire carrément une façade bois ou ossature bois, et puis on voit bien que c'est différent, que c'est un autre temps. C'est vrai. C'est un musée à Berlin où justement ils ont carrément mis la limite physique. On voit sur la façade la partie ancienne et la partie neuve.
mais carrément à la fissure près. Ouais, c'est trop Et stylé. en fait, ils ont même pas cherché avec un enduit à réharmoniser le tout. Ouais. Et quand on le voit, on se dit ah ouais, c'est un peu le patchwork. Ouais. Mais en fait, ça permet de bien lire. Et moi, en tout cas, je préfère quand on peut bien différencier. Il y a un vrai parti pris derrière. Ça plaît ou ça plaît pas après. Ouais, mais c'est à double tranchant justement aussi. Est-ce que tu te projettes dans l'agence dans laquelle t'es aujourd'hui dans les prochaines années? Est-ce que tu te projettes dans le patrimoine de manière générale? Bah, si ça tenait qu'à l'amour du patrimoine, oui. Si ça tient à l'amour de la dureté des conditions aussi dans le patrimoine, on va pas se le cacher, hein, ça reste des agences d'archi où il y a une grosse exigence. Donc il faut tenir le rythme. C'est de l'endurance et puis en fait faut supporter la charge d'un bâtiment qui est là depuis toujours mais qui a la même charge qu'un bâtiment qui doit être construit. Ouais, je vois. Et tu penses que d'ailleurs le niveau de pression est encore plus important qu'une agence plus classique, selon toi, du fait que c'est une agence de patrimoine? Je pense pas. Pour le coup, je pense que c'est équivalent. Ok. À mon avis, chaque agence c'est propre à son fonctionnement. Enfin, il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de filière plus facile ou plus dure que d'autres dans l'architecture. Mais par contre, il y a une rigueur dans le patrimoine, je trouve, qui est différente des agences hors patrimoine, puisqu'il y a un vocabulaire déjà qu'on apprend moins en archi. Tout ce qui est manière de traiter le matériau à l'état brut, tout ce qui est les types de moulures, les types de petits bois, les fenêtres anciennes. En fait, il y a tout un vocabulaire que moi j'ai appris uniquement en agence, que j'avais jamais vu à l'école. Et là par contre c'est très important de bien utiliser les bons mots. D'avoir les bons termes, c'est primordial. Je trouve que c'est un peu la différence des agences qui font du projet pur et dur. En patrimoine, il y a un mot quand même qui décrit pour les façades, pour plein de choses. Le patrimoine, il est quand même un peu mis de côté en école d'archi. C'est en effet, soit on va tomber sur un professeur qui enseigne le patrimoine, mais s'il n'y en a pas, déjà, on va peut-être pas forcément s'orienter de par soi-même là-dedans. Puis c'est un peu l'image aussi de... On sait pas trop ce qu'ils font, les archis du patrimoine. C'est un peu flou, et du coup, tu te dis... non, pour moi, c'est pas de l'architecture, en fait. Moi, je me suis toujours dit... oui, bon, c'est un peu comme des historiens qui aiment la vieille pierre, et puis ils vont s'intéresser à comment la restaurer, mais tu t'imagines pas du tout l'univers qu'il y a derrière le patrimoine. Et en fait, c'est en grandissant en architecture que tu t'aperçois que déjà, il y a du patrimoine quasiment partout. Et qu'on le touche de près ou de loin. Et donc en effet, le patrimoine, c'est hyper vaste. Et est-ce que tu as déjà pensé être ACMH un jour? Non, pas ACMH. Architecte du patrimoine, j'y ai déjà pensé. Après, il faut faire l'école de Chaillot, qui est extrêmement difficile. Donc il faut que toutes les planètes soient déjà alignées dans ma vie pour que je puisse me lancer dans cette nouvelle étape. T'as pas fermé cette porte, il y a un petit oui peut-être un jour pour Chaillot? En fait, Chaillot nous apprend d'autres choses qu'on voit pas en école. Pour moi, ça complète tellement en fait la formation d'ENSA. Donc ça devrait presque être un master spécialisé qu'on propose en ENSA si on sait tout de suite qu'on veut faire du patrimoine dès la licence. Mais la difficulté pour l'instant me rebute. Je me ferme pas la porte. Ok, peut-être un jour. Et ABF? Je pense que je suis trop jeune pour être ABF. Avoir du vécu, je connais pas d'ABF jeune. C'est vrai que ça reste un métier où il faut que tu aies bien compris l'architecture pour le faire. Donc non, ABF, je pense pas. Je me vois pas trop ABF. Ok. Est-ce que t'aimerais un jour monter ta propre agence? C'est une idée qui m'a traversé l'esprit, mais ça me paraît tellement une montagne à surmonter que je peux pas dire oui. Et dans un autre domaine que l'architecture? Ça, je pourrais plus dire oui. Est-ce que tu te veux architecte toute ta vie? Non, je vais être honnête, parce que ça reste épuisant, parce que j'ai l'impression que c'est infini. C'est à la fois le côté extrêmement positif du métier, c'est qu'on apprend tout le temps. Chaque nouveau projet, on va apprendre sans cesse, on a l'impression de savoir, mais tout se déconstruit chaque jour, et se construit, c'est assez marrant.
Mais le rythme, la charge mentale et les responsabilités, si je suis architecte encore jusqu'à mes 65 ans, ouais, je considère que j'aurais Donné de toi. Je comprends tout à fait. Je pense même, alors là ça va être triste à dire, je pense même qu'en architecture, quand on est une femme, ça aide. D'être jeune, c'est pas forcément tout le temps facile pour notre légitimité. Donc je dirais presque que j'ai hâte d'avoir 30-35 ans pour en tout cas qu'on m'estime plus pour mes connaissances aussi. Voilà, se faire un peu plus respecter, c'est vrai que... Je vois. Tu penses que c'est l'équivalent pour tes collègues hommes ou pas ? C'est toujours plus facile pour les hommes en archi. Faut pas se voiler la face, hein. Même si ça change beaucoup, c'est pas égal. On n'attend pas pareil d'une femme et d'un homme. Après, peut-être que ça va se déconstruire aussi vite, je sais pas, mais je trouve qu'aujourd'hui, non. Ouais, tu penses qu'on en demande plus aux femmes ou c'est l'inverse, on leur donne moins de responsabilités ? Une femme, on va lui demander d'être plus sûre d'elle. En fait, c'est peut-être le syndrome de l'imposteur, hein. Peut-être qu'aussi on s'auto-met des bâtons dans les roues à pas être sûr de nous parce qu'on a peur de faire une faute, alors que un homme va avoir tendance à mettre plus les pieds dans le plat et puis paraître qu'il est sûr de lui. Ouais. Et en fait, juste ça rassure ton interlocuteur. Ouais, tout à fait. Mais je trouve que une femme, on va quand même lui demander une assurance en plus qu'un homme, où ça paraît un peu plus acquis sur certains trucs. Après, il y a toujours l'aspect chantier qui pose toujours problème, hein. Le chantier, quand on est une femme, c'est pas... Oui, voilà, on n'est pas toujours écouté. Mais c'est vrai qu'un homme, toute son éducation, on l'a beaucoup plus incité à aller de l'avant, à pas avoir peur, à avoir confiance. Une femme, on lui a dit d'être prudente quand un homme, on lui disait fonce. C'est encore très ancré. Mais je sais pas si l'architecture exacerbe ça ou pas, tu vois, je me rends pas compte. Enfin, dans tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est pas au sein d'une agence d'archi. Au sein d'une agence, c'est quand même assez évolué, hein. Ouais. Donc, moi, j'ai pas ressenti de discrimination, on va dire, homme-femme. Mais c'est plutôt tous les interlocuteurs, tous les acteurs autour du projet. Ou pour certains corps de métier, ils vont pas percevoir les femmes de la même manière que les hommes. Je pense que c'est plutôt ça en fait. C'est le rapport avec les entreprises. Sur un chantier, ça peut être des entreprises. Est-ce que tu aurais une recommandation à nous partager, que ce soit un livre, un film, une série, un podcast que tu as apprécié ? C'était une église en Finlande, elle est creusée dans la roche, et par-dessus, ils ont mis un dôme. Il y a une partie où c'est en verrière sur les côtés, et donc quand tu rentres dans ce bâtiment, tu rentres par la descente, en fait tu t'enfonces dans la terre, tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas trouver à l'intérieur, et puis d'un coup t'as cet hémicycle, enfin c'est un grand cercle, et puis t'as la lumière en fait qui vient du haut comme ça, et c'est incroyable. Et là, pareil, je me suis dit, tu rentres dans le bâtiment et tu t'arrêtes un peu parce que t'es noyé par la grandeur du truc. Et souvent, ils font des concerts aussi dedans. Ah oui. Ça donne aussi toute une dimension avec les échos et tout qui est assez cool. Est-ce que tu dois faire toute ta vie à Paris ? Je dirais pour le patrimoine, ce serait oui. Et sinon, non, parce que c'est très dur de se projeter dans une même ville toute sa vie. Et Toulouse, c'est mieux que Paris ? Je vais à Toulouse pour me ressourcer et je vais à Paris pour m'émerveiller, tu vois. C'est beau. Est-ce que tu pourrais vivre dans un château ? Un petit château. Sinon, c'est trop dur à entretenir. Mais si on me le donne, oui. Est-ce que t'as pleuré le jour où Notre-Dame a brûlé ? Oui. C'est vrai ? Ouais, ça m'a touchée, ouais. En fait, Franchement, j'y ai pas cru. Ça nous a dépassés, quoi. Franchement, j'ai eu la petite larme, ouais. Je me suis dit, c'est pas possible. Est-ce que Archicad, c'est mieux qu'AutoCAD ? Moi, j'ai pas de préférence. Moi, je conseillerais plutôt d'apprendre AutoCAD si on aime le patrimoine. Et selon toi, c'est qui le ou la meilleure architecte de sa génération ? Je vais citer un concurrent, hein, mais Philippe Prost reste, je trouve, un très bon architecte. Son intervention, en fait, dans des sites historiques, elle est juste remarquable. D'ailleurs, il a gagné le Grand Prix de l'architecture, donc c'est pas pour rien. Et du coup, quel conseil tu lui donnerais à un étudiant en archi pour qui le patrimoine, c'est au cœur de ses préoccupations ? Il y a plusieurs petites choses faciles et accessibles à faire, c'est les journées du patrimoine, où ça reste des monuments qui sont ouverts uniquement à certains jours dans l'année, donc ça permet d'enrichir déjà juste visuellement sa culture patrimoniale.
Et après, alors moi, la manière en fait dont j'ai découvert le patrimoine, c'était en tout cas me rapprocher d'enseignants ou de chercheurs qui étaient spécialisés dans ce domaine-là. Et après, il n'y a pas de secret, faut lire des bouquins. Quand on n'a pas fait du patrimoine à l'école et qu'on s'aperçoit que ça nous intéresse, comment on fait ? Moi, je pense que c'est pas grave si on n'a pas fait de patrimoine à l'école, parce que dans tous les cas, vu qu'il y a tout à apprendre après l'école, c'est aussi comment on va se vendre pour accéder aux agences qui font du patrimoine. Alors bien sûr, on va pas taper tout de suite les meilleures agences du patrimoine, il faut savoir commencer par peut-être des agences plus modestes avec des plus petites interventions, mais je pense que moi c'était pas une évidence forcément tout de suite d'aller dans cette voie. C'est un peu en découvrant que je me suis enfoncée là-dedans, mais je pense que c'est quand même... Enfin, faut pas prendre peur, quoi. Ouais, d'accord. On n'est pas... c'est possible. On n'est pas historien et... Moi j'étais nulle en histoire et pourtant j'adore le patrimoine, j'étais forte en maths, ça me sert pas aujourd'hui. Enfin... Ok. C'est intéressant. Pas s'arrêter en fait à... Mince, j'ai raté le coche et je peux pas revenir, quoi. Et qu'est-ce que tu mettrais en avant quand t'as pas forcément eu d'expérience dans le patrimoine ? Alors il y a soit le dessin, en effet, parfois il y a des relevés en extérieur, faut redessiner ce qu'on appelle le pierre à pierre. Donc c'est vraiment chaque pierre, faut la redessiner à l'identique. Non, je pense juste montrer qu'on sait bien dessiner ses plans, que ce soit clair, que les plans qu'on montre sur AutoCAD, Archicad, n'importe quoi, soient lisibles. Ça aide aussi en patrimoine. On aime bien au final la beauté de l'architecture, donc montrer qu'on est rigoureux, ça joue beaucoup. Pas trop être bordélique. Oui, parce que... Moi, je l'ai laissé pour ma vie perso. Vous inquiétez pas, J'ai pas dit que c'était pas profond. En fait, je devais faire une réponse courte. Mais ça peut être étendu, t'inquiète. Et c'est un nom finlandais, donc je suis pas sûre de pouvoir le prononcer. On peut pas parler de ma ville de cœur comme ça. Je vais pas adorer mon agence, mais je trouve que... chez Eugène Architecte, ils sont très bons aussi. Très stylé. Petit placement de produit. Let's go.